Pourquoi un passager de première classe est-il entouré d'agents de sécurité? Ce n'est pas une scène de film, c'est l'expérience réelle d'un homme qui a signé un contrat de 2 milliards de dollars taïwanais. Tenant son billet de première classe, on lui a dit « Ce n'est pas la file d'attente pour vous. Je suis Jean-Luc Dubois, PDG de France Internationale. » Ce jour-là, à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, j'ai vécu de première main ce qu'est la discrimination silencieuse. L'histoire commence par un appel téléphonique silencieux. Ce matin-là, à 10h45, à la porte d'embarquement 12 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Je portais un costume bleu marine, une mallette en cuir à la main et de l'autre, ma carte d'embarquement de première classe pour un vol à destination de Chicago. À 42 ans, les voyages d'affaires comme celui-ci étaient monnaie courante. Un enfant ayant grandi dans la banlieue de Lyon, je m'apprêtais à prononcer un discours liminaire au Forum sur l'innovation alimentaire de la région Asie-Pacifique à Chicago. Du petit stand de nourriture de marché nocturne à la scène internationale, j'avais parcouru ce chemin pendant 20 ans. L'annonce d'embarquement retentit, invitant les passagers de première classe et de classe affaires à embarquer en priorité. Je rangeais mon ordinateur portable, ajustais ma cravate et me dirigeais vers le comptoir d'embarquement, affichant le sourire calme d'un homme d'affaires. Je fis un signe de tête à la jeune employée, prénommée Jennifer. « Bonjour, voici ma carte d'embarquement. » C'était un geste banal que j'avais fait des milliers de fois sans jamais rencontrer de problème. Mais ce jour-là, c'était différent. Jennifer prit ma carte d'embarquement, mais ne la scanna pas immédiatement. Elle me regarda une fois, puis une seconde fois, plus attentivement. Ce genre de regard ne m'était pas inconnu. Méfiance, examen, recherche d'une incohérence. « Cette file est réservée aux passagers de première classe », dit-elle d'une voix plus aiguë que la situation ne l'exigeait. « Je sais », répondis-je calmement. Sa main resta au-dessus du scanner sans cliquer, puis elle se tourna vers sa collègue derrière elle et murmura quelque chose. Cette collègue se pencha également pour me regarder. L'air commença à devenir étrange. « Puis-je voir votre pièce d'identité ?» Je penchai légèrement la tête. Scanner la carte d'embarquement ne nécessite généralement pas de pièce d'identité. Y a-t-il un problème? C'est juste une procédure de sécurité, dit-elle avec hésitation. Je savais que ce n'était pas la règle et elle le savait aussi. Mais je sortis mon permis de conduire de mon portefeuille et le lui tendis. Elle le prit maladroitement, le posa sur le comptoir sans le scanner. « Veuillez patienter un instant. » Je baissai les yeux sur ma carte d'embarquement. Les 3 mots « Jean-Luc Dubois » y étaient clairement imprimés. À ce moment-là, des agents de sécurité en uniforme sombre s'approchèrent de moi, se tenant silencieusement à mes côtés, me jaugeant comme s'ils vérifiaient une liste d'évaluation des risques. Ce n'était pas la première fois. À cause de ma couleur de peau, de mon nom, de mon apparence qui ne correspondait pas à leur idée préconçue d'un passager de première classe. Je gardais mon calme et m'écartai. Je n'élevais pas la voix, ne protestais pas. Au lieu de cela, je sortis mon téléphone et passai un appel. « Secrétaire Durand, c'est Jean-Luc Dubois. Je suis actuellement à la porte d'embarquement 12. Vous vous souvenez de notre contrat de 2 milliards de dollars taïwanais avec Air France? Veuillez contacter leur responsable régional de l'Est et l'informer de ma situation actuelle. Le personnel ici ne semble pas connaître France Internationale, notre partenaire. » Je ne raccrochai pas mon téléphone, le tenant à mon oreille. Il n'y avait ni colère ni mécontentement, seulement une attente calme. Cet appel allait complètement changer l'atmosphère de tout l'aéroport. « Cette file d'attente est réservée aux passagers de première classe », dit-elle d'une voix plus aiguë que la situation ne l'exigeait, comme si elle considérait naturellement que je devais être un passager de classe économique. « Je sais », répondis-je calmement. Elle cligna des yeux et enfin, elle sembla sur le point de scanner la carte d'embarquement. Mais sa main resta juste au-dessus du scanner, et au lieu d'entendre le son d'un clic, elle se tourna et murmura quelque chose à sa collègue derrière elle. Cette collègue se pencha également pour me regarder. Je restai immobile. Elle se retourna de nouveau vers moi. « Puis-je voir votre pièce d'identité ?» Je penchai légèrement la tête. Scanner la carte d'embarquement ne nécessite généralement pas de pièce d'identité. Y a-t-il un problème? Elle hésita un instant. C'est juste une procédure de sécurité.
Je savais que la porte d'embarquement n'exigeait pas de vérification d'identité, et elle devait le savoir aussi. Je sortis mon portefeuille de ma poche intérieure et lui tendis mon permis de conduire. Elle ne savait pas quoi faire du permis. Elle le prit maladroitement, le posa sur le comptoir sans rien scanner. « Veuillez patienter ici un instant. » Je baissai les yeux sur ma carte d'embarquement. Mon nom, Jean-Luc Dubois, y était clairement imprimé. Je ne dis rien. L'employé de la porte d'embarquement fit quelques pas et murmura à quelqu'un en uniforme sombre. Peu après, un agent de sécurité s'approcha de moi. Ce n'était pas la première fois que je vivais cela. Bien que rare, cela arrivait parfois. Ce n'était pas parce que j'avais dit ou fait quoi que ce soit, mais simplement parce qu'il ne pouvait pas imaginer quelqu'un comme moi en première classe. À un certain moment, le professionnalisme s'était transformé en un regard suspicieux. Une personne d'origine asiatique, parlant couramment l'anglais, mais dont l'apparence ne correspondait pas à leur image typique d'un passager de première classe. L'agent de sécurité ne posa pas de questions. Il se tenait simplement silencieusement à mes côtés, me jaugeant comme s'il vérifiait une liste d'évaluation des risques. Je gardai mon calme, reculant d'un pas de la porte d'embarquement et me déplaçant sur le côté de la file d'attente. Je n'avais pas l'intention d'élever la voix, ni de jouer le rôle de l'étranger bruyant qu'ils attendaient. Au lieu de cela, je mis ma main dans ma poche, sortis mon téléphone et passai un appel. Secrétaire Durand, une fois, deux fois, et il décrocha. Secrétaire Durand, c'est Jean-Luc Dubois. Je suis actuellement à la porte d'embarquement 12 de l'aéroport. Vous souvenez-vous de notre récent contrat de restauration de 2 milliards de dollars taïwanais avec Air France? Nous devons fournir nos menus taïwanais écologiques pour toutes les routes de l'Ouest. Concernant ce contrat, pourriez-vous, s'il vous plaît, contacter le responsable régional de l'Est des États-Unis et l'informer de ma situation actuelle? Le personnel sur place ne semble pas connaître France International, ce partenaire important. J'attends ici. Livery. Je ne raccrochais pas, le téléphone collé à mon oreille. Il n'y avait aucune émotion sur mon visage, aucune impatience évidente. L'employé de la porte d'embarquement me regarda. Elle sembla se rendre compte que j'étais toujours là. Elle parla dans le microphone du comptoir. « Il y a quelques problèmes en cours de traitement. Merci de votre patience. » C'était adressé aux passagers qui commençaient à faire la queue, mais personne ne semblait patient. Un homme d'affaires en pull gris se pencha en avant et grommela. « Qu'est-ce que cet homme fait ?» J'entendis la remarque, mais ne me retournai pas. À ce moment-là, la voix du secrétaire Durand revint de l'autre bout du fil. « Monsieur le Président, je viens de contacter directement le vice-président des opérations régionales de l'Est et le directeur des services de restauration en vol pour les informer de la situation. Ils ont dit qu'ils s'en occuperaient immédiatement. Si nécessaire, devrions-nous contacter le service juridique du siège social? » « Non, répondis-je calmement. Observons d'abord. Ils devraient rapidement se rendre compte de leur erreur. Je raccrochai et remis mon téléphone dans ma poche. La carte d'embarquement était dans ma main. Je me tenais calmement, comme quelqu'un qui attend un ascenseur. Mais l'appel que j'avais passé n'était pas seulement pour me plaindre. C'était un avertissement. Moi, Jean-Luc Dubois, je n'ai pas toujours porté de beaux costumes ni voyagé en première classe. J'ai grandi dans une petite ville de la banlieue de Lyon. Mon père travaillait jour et nuit dans une petite usine et ma mère tenait un petit stand de nourriture traditionnelle au marché. Bien que nous ne soyons pas riches, grâce au talent culinaire de ma mère, notre table était toujours remplie de plats délicieux. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris l'importance d'une attitude respectueuse envers les gens. Le sens des ingrédients et la façon d'atteindre le cœur des gens, pas seulement de leur parler, que j'ai appris en étant imprégné du stand de ma mère, sont devenus le point de départ de ma carrière. J'ai étudié l'ingénierie alimentaire à l'université et j'ai commencé par gérer une petite boutique en ligne avec peu de succès. Mais avec la passion de partager des plats taïwanais sains et délicieux avec plus de gens, j'ai commencé de zéro. Sans employé, je me suis battu jour et nuit. Le tournant de ma carrière est arrivé à la trentaine. Alors que tout le monde se concentrait sur la guerre des prix, j'ai vu un créneau inexploité. Des ingrédients taïwanais de haute qualité, cultivés de manière durable et des emballages respectueux de l'environnement réduisant les déchets. Ce n'étaient pas seulement des ingrédients biologiques ou locaux,
mais la bonne façon de livrer de véritables saveurs taïwanaises, fraîches et rapides, aux tables du monde entier. C'était l'objectif. France Internationale a ainsi commencé dans un petit bureau. Au début, nous ne fournissions que quelques restaurants nationaux. Mais j'ai insisté pour signer des contrats directement avec des fermes et des usines dans toute la France, établissant notre réseau unique. Il a fallu près de 15 ans pour que notre entreprise commence à être remarquée sur le marché mondial. Aujourd'hui, France Internationale fournit plus de 30 chaînes de restaurants haut de gamme, 5 systèmes universitaires et plus récemment, Air France en ingrédients et en services de restauration en vol. C'est eux qui sont venus me voir. Après une série de reportages négatifs dans les médias et des enquêtes de satisfaction client décevantes, ils cherchaient des moyens d'innover leurs menus en vol. Je n'ai pas fait de présentation flashy, mais j'ai écouté leurs préoccupations. Puis, j'ai suggéré un menu taïwanais rotatif utilisant des ingrédients de saison, une chaîne d'approvisionnement fraîche reliant directement les fermes à la compagnie aérienne, et un système d'emballage écologique innovant pour réduire les déchets. Ils ont signé un contrat de 2 milliards de dollars taïwanais. Mais je n'ai jamais oublié qui j'étais. Mon bureau n'avait pas de trophée flashy ni de plaque de reconnaissance. Le hall était seulement orné de photos en noir et blanc que j'avais prises lors du lancement de ma première boutique en ligne et d'une collection de lettres manuscrites de propriétaires de fermes partenaires de toute la France qui recouvraient un mur entier. Mon secrétaire général, secrétaire Durand, était responsable de la gestion alimentaire. Je rencontrais principalement des gens. Je n'aimais pas les drames exagérés, évitais l'attention et surtout, je n'exhibais pas le pouvoir, ne l'utilisant que silencieusement lorsque c'était nécessaire. Alors, quand l'employé de la porte d'embarquement examinait mon visage plus attentivement que ma carte d'embarquement et que les agents de sécurité me traitaient comme un problème potentiel, ce n'était pas seulement un simple inconvénient. C'était un rappel. Peu importe le nombre de contrats que je signais, peu importe le nombre d'avions qui utilisaient nos produits, certaines personnes ne voyaient que ce qu'elles voulaient voir. Quand vous ne correspondez pas à leur image préconçue, elles commencent à chercher des raisons de douter de vous. Mais je n'avais pas besoin d'élever la voix pour prouver ma valeur. J'ai laissé mes actions parler toute ma vie. L'appel téléphonique passé à la porte d'embarquement 12 Newton n'était pas le début d'un problème. C'était une occasion pour la compagnie aérienne de résoudre le problème en silence, parce que je croyais en l'intégrité, mais aussi en les standards. Cependant, à la porte d'embarquement 12, tout cela n'avait absolument aucune importance. L'employé de la porte d'embarquement, Jennifer, ne savait pas qui était Jean-Luc Dubois. Pour elle, j'étais juste un nom qu'elle ne reconnaissait pas sur une carte d'embarquement. Alors elle a décidé que je n'appartenais pas à la file où elle se tenait. Elle avait la trentaine, venait de Toulouse et était nouvelle à l'aéroport depuis seulement 1 mois. Elle était très désireuse de faire ses preuves, ayant reçu des instructions strictes pour maintenir l'ordre, suivre les règles et ne laisser personne franchir les limites. Mais ce qui lui manquait, c'était l'expérience et l'intuition. Ce sentiment qui aide à lire les situations où les personnes s'en tiraient de conclusions hâtives. Sans s'en rendre compte, les passagers commençaient à faire la queue. Un homme avec des écouteurs Bluetooth et un blazer bleu marine se promenait à l'avant. Une femme avec un long sac à motifs se tenait derrière, observant le retard. Jennifer tripota son microphone de revers, murmurant, semblant avoir besoin d'aide. Elle se tourna sur le côté et me regarda, toujours calmement, mais sa présence était palpable. Sa collègue, Mia, se pencha en avant et murmura « Y a-t-il vraiment un problème ?» Jennifer haussa les épaules. Il a dit qu'il était en première classe. Mia fronça les sourcils. « N'est-ce pas ce qui est écrit sur la carte d'embarquement? Quel est le problème ?» Jennifer fit la grimace. « Ça ne me semble juste pas normal. » C'est à ce moment-là que l'attitude de Mia changea subtilement. Ce n'était pas un changement dramatique, mais suffisant pour communiquer un message de prudence. Mais Jennifer n'y prêta pas attention. Elle était maintenant concentrée sur l'écran, faisant semblant de chercher une note de réservation qui n'existait pas, tandis que l'agent de sécurité se tenait les bras croisés, me regardant de temps en temps sans expliquer sa présence. Les passagers de première classe continuaient d'embarquer. La file d'attente raccourcissait.
Jennifer semblait anxieuse, mais ne voulait pas perdre la face, jetant un coup d'œil en direction de la porte d'embarquement. C'est alors que mon téléphone sonna de nouveau. Je reculai de quelques pas pour répondre. La voix calme du secrétaire Durand se fit entendre. « Monsieur le Président, le vice-président régional des opérations vient d'appeler directement pour dire que des cadres et des employés se rendent immédiatement à la porte d'embarquement. Jack, le responsable des services de restauration en vol, a également été informé. « Merci, secrétaire Durand », dis-je calmement. « Veuillez continuer à me tenir informé de la situation. » Je restai impassible, puis raccrochai calmement. Mia, revenue au comptoir, était de plus en plus mal à l'aise. Elle tira Jennifer à part. « Sais-tu qui est cet homme ?» murmura-t-elle. « C'est Jean-Luc Dubois. J'ai vu son nom sur la liste des fournisseurs la semaine dernière. L'entreprise taïwanaise qui a signé un nouveau contrat avec Air France. » L'estomac de Jennifer se tordit. « Attends quoi? Le PDG de France International, notre partenaire. » La bouche de Jennifer était sèche. Elle me regarda de nouveau, toujours immobile, tenant sa carte d'embarquement sans aucun signe de colère ou de protestation. « Peut-être devrions-nous le laisser embarquer maintenant » suggéra Mia. Mais Jennifer était paniquée. « Non, si nous faisons ça maintenant, nous. » Ces paroles furent interrompues par une voix venant du bureau. « Jennifer, rapport de situation de la porte d'embarquement 12. Le système indique un retard. » Elle bégaya. « Je gère juste un problème de passager. Ce sera réglé rapidement. » La voix du responsable était mécontente. « Assurez-vous que ce soit réglé. Un cadre du siège social prend ce vol ce matin. Pas de problème. » Jennifer essaya de stabiliser ses mains tremblantes. Elle me regarda de nouveau. Mon calme semblait la faire se sentir encore plus petite. Elle ne gérait pas un problème. Elle était le problème. Mia voulut se tourner pour s'excuser auprès de moi, mais à ce moment-là, la porte d'embarquement bipa. Un autre passager était passé. L'homme en pantalon kaki se retourna et dit « Quel est le problème, au fait ?» Jennifer ne put répondre, semblant muette. À ce moment-là, je fis un pas lent en avant, non pas vers le comptoir, mais vers le mur de verre qui donnait sur les pistes. Je me tins là, les mains derrière le dos, regardant les chariots à bagages passer. Pas de hâte, pas d'anxiété. Je savais que le temps était de mon côté. Jennifer, en revanche, sentait le temps lui échapper. Mais les responsables étaient déjà en action. Dans les bureaux au-dessus de l'aérogare, là où l'on pouvait voir la ligne d'horizon lointaine de Manhattan, Cynthia examinait les rapports d'opération sur les sandwichs et les jus de fruits. Elle ne répondait généralement pas aux numéros inconnus, mais cet appel avait été transféré 2 fois et marqué comme urgent par sa secrétaire. « Je suis Cynthia », répondit-elle. « Bonjour Cynthia, je suis secrétaire Durand, appelant au nom du PDG de France International, Monsieur Jean-Luc Dubois. Je viens d'être informé du problème que Monsieur Dubois rencontre à la porte d'embarquement 12. » Cynthia se redressa. « Quel genre de problème ?» La voix de secrétaire Durand resta professionnelle. « Le personnel de la porte d'embarquement semble refuser à Monsieur Dubois l'embarquement, malgré qu'il soit en possession d'un billet de première classe. La situation pourrait s'aggraver. » Cynthia ne perdit pas de temps à demander des détails. Elle avait vu le nom de Jean-Luc Dubois de nombreuses fois et saisit immédiatement la gravité de la situation. France International n'était pas un simple fournisseur pour le prochain exercice d'Air France. Après les terribles activités sur les médias sociaux concernant les repas congelés en vol et les emballages gaspillés, ils étaient censés aider à révolutionner toute l'image de la restauration en vol de la compagnie aérienne. Ce n'était pas une simple erreur de service client. C'était comme allumer un feu dans une pièce pleine d'essence. « Je m'en occupe », dit rapidement Cynthia, se levant et faisant signe à sa secrétaire. « Est-il toujours à la porte d'embarquement ?»« Oui. » Il reste calme, mais est clairement maltraité. Cynthia avait déjà son manteau et sortait de son bureau. Le bruit de ses talons résonnait dans le couloir. Elle se tourna vers sa secrétaire. « Contactez immédiatement le service de protection de la marque, Sam et Alistair. » Pendant ce temps, au siège social de Minneapolis, Jack recevait un appel pendant son déjeuner. Jack, secrétaire Durand, fut légèrement formel et alla droit au but. «
Monsieur Dubois est coincé à la porte d'embarquement de l'aéroport. Un employé d'Air France crée des problèmes sans raison. Jack faillit laisser tomber sa fourchette. Vous plaisantez? Non. Monsieur le Président m'a contacté personnellement. Jack s'inclina en arrière sur sa chaise. Je contacte Cynthia pour voir si elle est déjà en action. Juste au cas où, préparer le service juridique. Il raccrocha sans attendre de réponse et commença immédiatement à composer d'autres numéros. Si cela atteignait les médias, des mois de travail pour le lancement de la nouvelle campagne pourraient être réduits à néant. Le communiqué de presse était prévu pour être publié. La vidéo promotionnelle était en cours de montage. En fait, je devais être présenté comme une figure de proue de la durabilité alimentaire moderne lors de l'événement Fresh Flight à l'automne. Et maintenant, ce visage était bloqué à la porte d'embarquement de l'aéroport par quelqu'un qui ne savait pas à qui il avait affaire. À la porte d'embarquement 12, Jennifer commençait à transpirer froidement, non seulement à cause du silence embarrassant, mais aussi à cause du changement d'atmosphère que les passagers, qui se plaignaient maintenant ouvertement du retard, apportaient. Les gens sortaient leur téléphone pour vérifier le statut des vols. L'embarquement n'avait pas repris. C'est alors, sans avertissement, que des personnes en costume bleu marine avec des badges d'identification Air France s'approchèrent rapidement de la porte d'embarquement, suivies d'une femme avec des écouteurs et des talons hauts rouges. C'était Cynthia. Elle termina son appel et raccrocha lentement son téléphone. Est-il toujours là? Je ne bougeais pas, la regardant s'approcher, mais sans m'approcher d'elle en premier. Je savais exactement qui elle était. Cynthia tendit la main, calmement mais fermement. « Monsieur le Président Dubois, je suis Cynthia, directrice régionale des opérations. Pourrions-nous discuter un instant ?» Je remis mon téléphone dans ma poche et hochai la tête. Bien sûr, nous nous sommes écartés. Jennifer, derrière le comptoir, ne savait pas si elle devait nous suivre ou s'éloigner. Cynthia prit une profonde inspiration. « Au nom d'Air France, je vous présente mes excuses. Cela n'aurait jamais dû arriver. Je vais personnellement vous accompagner à bord. »« Où est ma place ?» demanda-t-elle, vérifiant sa tablette. « 2 ampères. » Je souris. « Première rangée. Intéressant. J'ai entendu dire que cette file était réservée à la première classe. » Cynthia ne cligna pas des yeux et s'excusa de nouveau. Je m'avançai légèrement. « Madame la directrice Cynthia, le problème n'est pas l'erreur. C'est l'hypothèse derrière l'erreur. » Elle déglutit. « Je comprends, mais je ne veux pas de vengeance. Je veux la vérité. » Tout au long du processus, je restais étrangement calme. Non pas une colère refoulée, mais une maîtrise de soi plus profonde. Peut être des années d'expérience en affaires, peut être l'art de gérer les gens appris au stand de ma mère. Ce que je représentais à ce moment-là n'était pas seulement ma personne, mais tous ceux qui travaillent pour l'honneur de la France sur la scène internationale. À Trizévinck, l'avion atterrit à Chicago. Je descendis calmement, sans hâte. La navette de l'aéroport me conduisit à l'hôtel Hyatt Regency, où se tenait le forum sur l'innovation alimentaire de la région Asie-Pacifique. Le personnel de la réception me reconnut. « Monsieur Dubois, vous êtes le conférencier principal de demain. Nous sommes impatients. » Après avoir récupéré ma chambre, je me suis rafraîchi et j'ai réorganisé mes supports de présentation. L'incident du matin m'avait fatigué, mais il ne devait pas affecter ma performance professionnelle. Le soir, lors du dîner de bienvenue, je retrouvai de nombreux vieux amis, Monsieur Lin de Singapour, Monsieur Chan d'Australie et mes partenaires américains. Tout le monde me félicitait pour le succès de France Internationale, mais personne ne mentionnait l'incident de l'aéroport. J'étais reconnaissant de cette discrétion. De retour dans ma chambre, je continuais à préparer ma présentation, souhaitant y ajouter les réflexions du jour. L'identité, la confiance culturelle, comment rester soi-même à l'ère de la mondialisation. Le lendemain matin à 10 heures, je montais sur scène. La salle de conférence, pouvant accueillir 500 personnes, était pleine à craquer. Bonjour à tous. Je suis Jean-Luc Dubois de France. Aujourd'hui, je ne veux pas partager des théories commerciales, mais une histoire sur la nourriture, la culture et notre foyer. Je commençais par raconter l'histoire du stand de ma mère. 4 tables, des plats simples, des clients satisfaits.
Je parlais de la touche humaine derrière la petite restauration de nuit à Taïwan et comment amener la tradition dans le monde moderne. Le secret du succès de France Internationale, je fis une pause, est très simple. N'oubliez jamais qui vous êtes et n'abandonnez jamais votre engagement envers la qualité. Quelques personnes hochèrent la tête dans l'auditoire. La mondialisation nous fait facilement nous perdre. Pour plaire au marché, nous pouvons faire des compromis, changer, oublier nos intentions initiales. Mais le vrai succès vient de la confiance en sa propre culture et de la persévérance dans la qualité. Ma voix devint plus posée lorsque je parlais des défis de l'internationalisation. Parfois, nous sommes remis en question à cause de notre couleur de peau, de notre nom, de notre accent, mais cela ne doit pas être une raison d'abandonner. Au contraire, cela nous rappelle de prouver notre valeur par nos actions. Je ne mentionnais pas l'incident de l'aéroport de manière spécifique, mais l'auditoire ressentit le sens derrière mes mots. La véritable intégrité ne se révèle pas dans l'adversité, mais dans la persévérance face à l'adversité. Le vrai succès n'est pas de conquérir les autres, mais de conquérir nos peurs et nos préjugés intérieurs. Des applaudissements sincères retentirent dans la salle. Enfin, je parlais du pouvoir de la nourriture. La nourriture n'est pas seulement de la nutrition, c'est de l'émotion. Un bol de soupe aux nouilles, au bœuf incarne l'amour et l'affection. Un morceau de gâteau à l'ananas devient un pont culturel. C'est la mission de notre industrie alimentaire. Non seulement produire des produits, mais aussi transmettre l'amour, la chaleur et la culture. Amener la cuisine française au monde, c'est aussi y amener la passion et la gentillesse des Français. C'est plus significatif que n'importe quel succès commercial. À la fin de ma présentation, toute la salle se leva pour une ovation de 2 minutes. Je vis des larmes briller dans certains yeux. En descendant de scène, de nombreuses personnes me serrèrent la main pour me saluer. Le PDG d'une entreprise alimentaire allemande me dit « Vous m'avez fait repenser aux valeurs fondamentales de mon entreprise ». Un entrepreneur coréen me dit « Votre histoire m'a donné du courage ». Le plus impressionnant fut un restaurateur américain, un Italien de 3e génération. « Vos paroles m'ont fait penser à mon grand-père ». Lui aussi a apporté les saveurs de son pays d'origine en Amérique. Et il a également été remis en question à cause de son accent et de son apparence. Mais il n'a jamais abandonné la tradition et la persévérance. « Votre grand-père devait être une personne formidable », répondis-je. « Oui », dit-il, les yeux pleins de respect, tout comme vous. Leader. Après avoir participé à des tables rondes l'après-midi, je suis retourné dans ma chambre le soir pour appeler ma mère. « Maman, je suis fier de toi. Mais souviens-toi, où que tu ailles, n'oublie jamais. » Sa voix était douce. « Je n'oublierai jamais, mon fils. » Après avoir raccroché, je regardais la vue nocturne de Chicago. Les gratte-ciel étaient illuminés. La circulation dans les rues était incessante. Cette ville inconnue, grâce aux événements d'aujourd'hui, n'était plus si inconnue. Je pensais à Jennifer du matin. Que faisait-elle maintenant? Aurait-elle réalisé son erreur? Je ne la détestais pas, je ressentais plutôt de la pitié. Pitié pour elle de vivre dans un cadre de préjugés, incapable de voir la richesse et la diversité du monde. Être qu'un jour elle tomberait sur les produits de France Internationale. Être qu'à ce moment-là, elle se souviendrait d'aujourd'hui et comprendrait ce que signifie ne pas juger un livre à sa couverture. J'espérais qu'elle avait appris sa leçon, non pas pour moi, mais pour elle-même. Parce que les préjugés, en fin de compte, ne blessent pas ceux qui sont traités avec préjugés, mais ceux qui nourrissent les préjugés. Il manque l'occasion de connaître le monde et de comprendre différentes cultures. C'est le plus regrettable. Je tendis calmement les documents à Cynthia. Elle les accepta comme si elle portait un poids. Je ne veux pas de tweet, je ne veux pas d'excuses. Je veux un meilleur traitement, parce que la prochaine fois que vous traiterez des innocents de cette façon, cette personne pourrait ne pas être en mesure d'appeler directement le vice-président. Un silence s'ensuivit. Dans la classe affaires, une femme fit semblant de faire défiler son téléphone, enregistrant manifestement. Justin remua avec inquiétude. « Nous allons réévaluer immédiatement. Si nécessaire, des ajustements de personnel seront effectués. Veuillez me faire confiance. » Je regardai ma montre. « Bien, maintenant tout le monde peut s'occuper de ses affaires. »
Cynthia m'escorta jusqu'à la passerelle. Avant de monter à bord, je me tournai légèrement vers Jennifer. Son visage était pâle, ses mains serrant son badge d'employé. Je la regardai un instant, non pas avec colère, mais avec déception. Je ne lui parlais pas, ce n'était pas nécessaire. Les agents de bord avaient été informés. Lorsque je suis monté à bord, j'ai reçu non pas des sourires mécaniques, mais une attention discrète, une excuse silencieuse. Jordan tenait ma veste, et un autre agent de bord apporta de l'eau. « Monsieur le président Dubois, veuillez nous faire savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit après le décollage. » Je m'assis à la place 2 ampères, sans toucher l'eau, mais respirant de manière contrôlée. Des choses étranges se passaient à l'extérieur. Les opérations au sol ralentissaient. Les passagers vérifiaient fréquemment les écrans. La porte d'embarquement 12, qui était en cours d'embarquement, était désormais en retard. 2 portes d'embarquement à proximité l'étaient aussi. En fait, le siège social avait ordonné un arrêt secret. Après que je sois monté à bord, Cynthia se rendit directement à la salle de conférence de la sécurité et parla avec les services juridiques et la gestion de crise. Elle n'avait pas l'intention de s'arrêter là. Elle indiqua clairement que tout devait être évalué avant que l'incident ne soit connu du public. Les employés qui m'avaient contacté ce matin-là firent l'objet d'une enquête individuelle. L'avion ne décollerait nulle part tant que l'étendue des dégâts ne serait pas clairement établie. Je fermai les yeux, assis là, pas en colère, pas paniqué. Mais le calme n'est pas la paix. C'est l'expérience des décennies d'habitude de faire semblant de ne pas être blessé. Parce que je suis français, parce que mon nom est Jean-Luc Dubois, je devais traverser ces murs invisibles. Jordan se pencha de nouveau. On a demandé un retard au décollage. L'équipe au sol est en train de s'en occuper. Je hochai la tête. Jordan ajouta « J'ai vu ce qui s'est passé dehors. Ce n'était pas juste. Merci. L'année dernière, j'ai demandé à mon frère de regarder votre conférence sur le développement durable. Mon frère étudie les sciences agricoles et a dit que vous aviez rendu ce domaine très concret. Je voulais que vous sachiez que je vous ai vraiment bien regardé pour la première fois. » Un sourire sincère apparut sur son visage. Ces paroles me firent ressentir de la gratitude. 20 minutes plus tard, un rapport interne était sur le bureau de Cynthia. Le journal de la porte d'embarquement était vierge, à l'exception d'une seule entrée. Le personnel avait contacté la sécurité sans raison. Cela suffisait. Alors que l'avion reculait, Jennifer fut discrètement relevée de ses fonctions. Pas d'annonce, pas de tumulte. Son nom ne figurait pas sur l'emploi du temps du lendemain. Cet après-midi-là, une photo commença à circuler. J'étais debout calmement à la porte d'embarquement, mon téléphone à l'oreille. À mes côtés, il n'avait pas élevé la voix, n'avait pas bougé, mais tout l'aéroport écoutait. Après avoir atterri à Chicago, je descendis calmement. Dans la voiture, je vérifiais les notifications de mon téléphone. Un email d'excuses d'un cadre d'Air France, un brouillon de communiqué de presse, des liens vers des nouvelles locales. Pas de viralité, juste une circulation discrète et appropriée parmi les bonnes personnes. Le hall de la conférence était animé. J'entrai discrètement, mais après avoir été reconnu, je saluai brièvement. L'incident de l'aéroport ne fut pas mentionné. 20 minutes plus tard, je montais sur scène. Ma présentation ne portait pas sur la porte d'embarquement 12, mais sur la résilience de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Mais en conclusion, je dis, parfois, le problème n'est pas le système, ce sont nos raccourcis pour juger les gens. Qu'il s'agisse de cultivateurs, de fournisseurs ou de personnes munies d'un billet valide, nos hypothèses en disent plus sur nous-mêmes que sur eux. Des applaudissements calmes mais sincères retentirent. Un homme d'une entreprise de logistique de Seattle dit « Vos paroles sur les raccourcis m'ont profondément touché. » Je souris. La corruption commence par ces raccourcis. De retour à Paris, Cynthia réévalua le dossier